Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 8 novembre et voici les 5 articles au sommaire cette semaine. Black Friday 2024, un engouement en demi-teinte, à lire sur République Retail. À Pékin, le report de l'inauguration du magasin XXL de Louis Vuitton, signe de l'aggravation de la crise du luxe en Chine, à lire sur Fashion Network. Suppression d'emplois chez Auchan, pourquoi l'oiseau rouge bat de l'aile, à lire sur BFM Business. Asphalt, premier bilan un mois après l'ouverture de sa boutique parisienne, à lire sur Fashion United. Reprise de l'enseigne, le cas de la Grande Récré, à lire sur République Retail. Je vous le rappelle, sur le site Les Digital Doers, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Encore cette semaine, avant de commencer l'écoute de la lecture des articles sélectionnés, je vous lis un résumé de l'actualité de la semaine 100% made in IA générative. Il vous permet de contextualiser les informations avant d'entrer dans le détail. Je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. Synthèse de l'actualité de la semaine, adaptation et innovation. Alors que les enseignes se préparent pour le Black Friday, un des plus grands événements commerciaux de l'année, les signaux d'essoufflement se multiplient. La crise économique et les attentes changeantes des consommateurs conduisent les acteurs du marché à reconsidérer leur stratégie entre nouvelles initiatives de retail média, adaptation aux régulations publicitaires et transformation structurelle. La course à la compétitivité s'intensifie. Black Friday, enthousiasme mitigé et tendance générationnelle. Cette année, le Black Friday révèle des signes de désintérêt pour les promotions traditionnelles. Une enquête indique que si 44% des Français prévoient de participer, les intentions d'achat restent influencées par des réalités économiques difficiles. L'inflation, combinée à des réductions perçues comme moins attractives, freine notamment les plus âgés. En revanche, 60% des moins de 35 ans montrent un intérêt marqué, misant sur les bonnes affaires dans un contexte de pouvoir d'achat contraint. Ce clivage générationnel souligne l'évolution de la perception de la valeur des promotions et la nécessité pour les marques d'adapter leur offre à des profils de consommateurs diversifiés. Cette tendance se traduit également par une préférence accrue pour le shopping online. 62% des participants privilégient le digital, un chiffre révélateur de l'évolution du comportement d'achat vers une consommation plus connectée et réfléchie. Les budgets alloués sont également sous contrôle, avec plus de la moitié des Français fixant une limite à moins de 200 €. Auchan, une restructuration majeure pour tenter un redressement. Dans cette course à la modernisation et à la rentabilité, Auchan se lance dans un plan de restructuration ambitieux avec la suppression de 2389 emplois en France. Cette décision reflète une tendance plus générale dans la grande distribution où la consolidation devient une réponse à la perte de parts de marché et à la saturation du secteur. Après plusieurs années de déclin, cette restructuration s'accompagne d'une réduction de la superficie de certains hypermarchés, passant en moyenne de 20 000 à 8 000 m² pour répondre plus précisément aux attentes locales et réduire les coûts. Cette initiative survient après une série d'opérations de rachat et de consolidation dans le secteur, avec notamment Intermarché et Carrefour, qui ont respectivement acquis des magasins Casino et Coramatch. Ces mouvements créent une pression concurrentielle accrue sur Auchan, qui doit désormais rationaliser ses opérations pour maintenir sa position. Le plan de restructuration d'Auchan met en lumière la nécessité pour les enseignes de grande distribution de trouver un équilibre entre la taille de leur magasin et la personnalisation de l'expérience client. Leclerc, un virage vers le retail média. Parallèlement, Leclerc investit dans le retail média avec sa nouvelle offre de produits sponsorisés via Consorégie
en partenariat avec Criteo. Cette stratégie permet aux marques de bénéficier d'une visibilité ciblée sur le site de l'enseigne qui attire 17 millions de visiteurs uniques chaque mois. Cette initiative met en évidence le rôle croissant du retail média en tant que levier pour capter l'attention des consommateurs dans un environnement publicitaire saturé. Ce tournant vers le retail média n'est pas isolé, il répond à une tendance plus large où les distributeurs adoptent des stratégies de contenu sponsorisé et de publicité digitale sur leur plateforme pour diversifier leurs sources de revenus. En capitalisant sur les données de leurs visiteurs, les enseignes comme Leclerc se positionnent en partenaire publicitaire de choix pour les marques, apportant une valeur ajoutée à leur expérience d'achat tout en augmentant leurs revenus. Avas Géotech, la géostratégie au service de l'expérience client. L'agence Avas Géotech dévoile quant à elle une approche innovante du marketing local basée sur la géostratégie plutôt que sur la simple géolocalisation. En intégrant des données comportementales, cette stratégie vise à renforcer la précision des campagnes locales en s'appuyant sur la connaissance des habitudes de consommation. En définissant des bassins de vie plutôt que des zones géographiques, Avas permet aux annonceurs de mieux cibler les comportements et préférences des consommateurs en prenant en compte à la fois leur parcours d'achat et leur proximité psychologique avec les enseignes. Cette approche illustre le potentiel de la data dans l'optimisation des campagnes locales. Elle met également en lumière un défi persistant, savoir allier la puissance des outils digitaux à des insights de consommation locale pour influencer efficacement les décisions d'achat, tant en ligne qu'en magasin. À une époque où les parcours clients deviennent de plus en plus hybrides, cette précision stratégique pourrait bien s'avérer déterminante. Jouer Club et WePub naviguer entre innovation et réglementation. Enfin, Jouer Club doit adapter sa stratégie de diffusion publicitaire face aux restrictions imposées par le dispositif WePub, limitant les publicités papier non sollicitées. En réponse, l'enseigne explore des canaux alternatifs pour atteindre ses clients et maintenir sa présence auprès des familles en période de Noël. Un enjeu crucial pour le secteur du jouet. Cette situation met en lumière l'impact des nouvelles régulations environnementales sur les pratiques commerciales et marketing. Les enseignes devront de plus en plus jongler entre les impératifs de durabilité et des stratégies de communication adaptées, notamment en période de forte demande. En conclusion, un secteur en pleine réinvention. Les évolutions de cette semaine révèlent un secteur en perpétuelle transformation où les acteurs du retail et de la grande distribution, en passant par les spécialistes du jouet par exemple, s'adaptent pour faire face aux nouvelles attentes des consommateurs et aux contraintes économiques et réglementaires. Les stratégies mises en place, qu'elles soient axées sur l'optimisation des magasins, le retail média, la géostratégie ou l'innovation en publicité, soulignent la volonté de ces enseignes de rester compétitives tout en répondant aux enjeux d'aujourd'hui. Au moment où les campagnes de Noël battent leur plein, ces adaptations influenceront sans aucun doute le visage du retail pour les mois à venir, avec des enseignes qui redoublent d'efforts pour capter et fidéliser un consommateur plus prudent et exigeant. Black Friday 2024, un engouement en demi-teinte, à lire sur republicretail.fr en date du 7 novembre. Alors que 44% des Français prévoient de profiter des offres du Black Friday cette année, l'enthousiasme pour cet événement promotionnel montre des signes d'essoufflement. Les consommateurs, en particulier les plus jeunes, restent attirés par les bonnes affaires, mais l'inflation et des réductions perçues comme limitées freinent certains acheteurs. Le Black Friday, traditionnellement l'un des événements commerciaux majeurs de l'année, conserve un attrait marqué en France, mais l'enthousiasme pour ces promotions semble évoluer face aux réalités économiques actuelles. Selon une étude réalisée par Shopfully, acteur européen du marketing Drive to Store, en partenariat avec Opinionway, 44% des Français envisagent de profiter des offres du Black Friday en 2024.
Une tendance soutenue mais nuancée par plusieurs facteurs tels que la hausse des prix et des réductions jugées moins attractives. Un intérêt véritable selon les générations. Parmi les moins de 35 ans, l'engouement pour le Black Friday est particulièrement prononcé avec 60% de cette tranche d'âge prêt à faire des achats. En revanche, cet engouement diminue chez les plus de 50 ans où seulement 33% des consommateurs ont l'intention de participer. Ces chiffres montrent une différence générationnelle marquée, les jeunes adultes étant plus enclins à rechercher activement des promotions pour leurs achats. Une participation toujours forte, mais une motivation en baisse. Si 44% des Français sont prêts à se lancer dans les achats du Black Friday, environ 23% affirment qu'ils ne participeront pas et 33% hésitent encore. Les raisons de ce désengagement sont variées. 42% des non-participants expriment un manque d'intérêt pour les offres, 33% citent l'impact de l'inflation sur leur budget et 25% estiment que les réductions proposées ne sont pas suffisamment attractives. Préparer les cadeaux de Noël et se faire plaisir. Les consommateurs qui comptent participer au Black Friday sont principalement motivés par l'approche des fêtes de fin d'année, avec 26% d'entre eux souhaitant profiter des promotions pour acheter leurs cadeaux de Noël. Par ailleurs, 23% envisagent de se faire plaisir, tandis que 16% voient cette période comme une opportunité d'acheter des articles plus coûteux avec des remises, une décision stratégique face au prix souvent élevé de certains produits. Des achats principalement en ligne avec un budget maîtrisé. Les consommateurs français restent prudents dans leurs prévisions de dépenses, 52% d'entre eux prévoyant de limiter leurs achats à moins de 200 €. Un autre tiers prévoit de dépenser 200 € ou plus, notamment chez les hommes et les catégories socio-professionnelles supérieures. Côté canaux d'achat, l'enquête révèle une nette préférence pour le shopping en ligne. 62% des participants privilégient les achats sur Internet, contre 17% qui comptent acheter uniquement en magasin. Pour 21% des répondants, l'approche hybride alliant achat en ligne et en magasin s'impose comme la solution idéale. Une préparation d'achat anticipée. Les Français adoptent une approche de plus en plus réfléchie vis-à-vis du Black Friday, avec une planification accrue. 42% des consommateurs commencent leurs recherches au moins une semaine avant le jour J pour identifier les meilleures offres, tandis que 53% prennent le temps de comparer les prix le jour même, principalement en ligne. Cette préparation est un indicateur de la vigilance des consommateurs face aux dépenses renforcées par un contexte économique tendu. Si l'intérêt pour le Black Friday reste stable pour 44% des Français, une tendance à l'essoufflement est toutefois perceptible. 32% des répondants estiment que leur enthousiasme a diminué au cours des 5 dernières années. Un sentiment plus fort chez les seniors, 39%. À l'opposé, un quart des consommateurs déclarent un intérêt croissant pour cet événement, un engouement notable chez les jeunes et les catégories socio-professionnelles modestes qui continuent de voir dans le Black Friday une opportunité unique de réaliser de bonnes affaires. À Pékin, le report de l'inauguration du magasin XXL de Louis Vuitton signe de l'aggravation de la crise du luxe en Chine, à lire sur Fashion Networks, en date du 5 novembre. L'année dernière, le PDG de LVMH, Bernard Arnault, s'est rendu en Chine et a visité un espace de 5 étages à Pékin. La principale marque de LVMH, Louis Vuitton, prévoyait d'y ouvrir son nouveau flagship au premier semestre 2024. Mais aujourd'hui, le rideau ne semble pas prêt d'être levé. En fait, la boutique pourrait bien ne pas ouvrir avant l'année prochaine, d'après des sources proches du dossier. La progression au ralenti d'un projet d'une telle envergure est symptomatique des difficultés que rencontrent actuellement les maisons de luxe européennes en Chine et LVMH ne fait pas exception.
La demande était censée reprendre à la hausse après la levée des restrictions sanitaires liées à la crise du Covid, mais elle ne fait que stagner. Une désillusion qui a déjà coûté aux grandes marques environ 251 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis mars dernier. Et les signes montrant que ce ralentissement ne sera peut-être pas si temporaire se multiplient. Fait notable, les commerciaux de chez Hermès, dont les sacs Birkin atteignent facilement plusieurs milliers de dollars, auraient réduit le montant de dépenses obligatoires permettant d'accéder aux produits iconiques de la marque. D'autres entreprises de luxe comme Kering et Burberry ont recours à des promotions allant jusqu'à 50% pour vider les stocks. Les vendeurs, habituellement harcelés par les clients désireux d'acquérir les nouveautés des grandes maisons, ont des difficultés à joindre leurs clients VIP. Pour encourager ses meilleurs clients en Chine, LVMH a mis la main au portefeuille pour offrir un voyage au JO de Paris à une poignée d'entre eux cet été. Après des années de croissance insolente, le marché du luxe en Chine devrait se contracter de 15% cette année d'après le cabinet de conseil Digital Luxury Group. La crise est en partie cyclique. L'économie chinoise est actuellement aux prises avec une crise nationale du logement. Mais il y a des indicateurs encore plus préoccupants pour les géants du luxe européens. La demande semble appelée à ralentir durablement. Les campagnes menées par le président Xi Jinping pour combattre la corruption chez les fonctionnaires et promouvoir une meilleure répartition des richesses ont entraîné une stigmatisation des signes extérieurs de richesse, pouvant même représenter un danger. Les jeunes Chinois, pour leur part, préfèrent dépenser leur argent dans des expériences comme des voyages plutôt que dans des biens matériels représentant un statut. Les principales menaces sont la honte du luxe, causée par le changement de politique et les difficultés économiques, provoquant une croissance plus lente des revenus disponibles et un effet de richesse plus faible, analyse Gary Ng, économiste senior chez Natixis. Beaucoup considèrent que montrer leur richesse n'est pas approprié dans ce contexte. Le futur flagship de Louis Vuitton à Pékin sera situé dans un centre commercial géré par Swire Properties. 2 bâtiments voisins sont loués à Dior et Tiffany, 2 autres marques du groupe LVMH. Mais le planning des ouvertures de leur boutique n'est pas clair. Personne n'a souhaité faire de commentaires chez LVMH. Un porte-parole de Swire affirme que les travaux de la boutique Louis Vuitton se déroulent conformément aux prévisions et que la marque a ouvert une boutique temporaire dans un autre endroit du complexe en septembre, en attendant l'ouverture du flagship. Swire déclare avoir une confiance totale en la reprise du commerce du luxe en Chine continentale, selon le même porte-parole. Chez Hermès, un porte-parole a nié l'imposition d'un minimum de dépenses pour accéder à ses produits les plus sélectifs. Les groupes de luxe comme LVMH et Kering ont injecté des milliards de dollars en Chine pour répondre à la demande galopante, tandis que le pays était en plein essor. Entre 2011 et 2021, le marché du luxe en Chine a plus que quadruplé pour atteindre 66 milliards de dollars, d'après le cabinet consulting Bain & Co. Stephen Han se remémore les événements à Shanghai, il y a une dizaine d'années, quand tout le monde portait des vêtements de luxe. À l'époque, presque tout le monde portait des vêtements qui étaient au moins au niveau de Louis Vuitton, affirme cet ex-dirigeant senior d'une entreprise de RP et fondateur du cabinet spécialisé dans la mode She Design. Hermès, Chanel et Louis Vuitton étaient les marques les plus prisées. Mais la demande est maintenant en chute libre et les premières projections prévoyant la durée dans le temps du boom économique post-Covid se sont révélées erronées. Kering a publié un avertissement sur ses résultats. Son bénéfice annuel va baisser à son niveau le plus bas depuis 2016. Les ventes comparables de Gucci, la marque la plus importante du groupe de luxe français, ont dévissé de 25% au 3e trimestre en raison du ralentissement économique en Chine. LVMH a pour sa part rapporté une baisse de 16% dans la région, comprenant la Chine au même trimestre, plus importante que le déclin de 14% relevé les 3 mois précédents.
En Chine continentale, la confiance des consommateurs est aujourd'hui au même niveau que pendant le Covid, déplorait le directeur financier de LVMH, Jean-Jacques Guilloni, durant la présentation des résultats le mois dernier. Les exportations de montres suisses en Chine se sont effondrées, perdant 50% de leur valeur en septembre par rapport à la même période l'année précédente, mettant les finances d'entreprises comme Richemont sous pression. Le groupe exploite notamment les marques Vacheron Constantin et IWC. Pour le propriétaire d'Omega, Swatch Group, le son de cloche est le même. Les fabricants de cosmétiques sont aussi à la peine. L'Oréal a accusé une baisse de 6,5% de ses ventes en comparable en Asie du Nord au trimestre dernier. D'après l'entreprise, le marché de la beauté en Chine continue à se détériorer. Estée Lauder a rabaissé ses prévisions annuelles, en partie en raison de la baisse de la demande en Chine, où les ventes ont connu une baisse à 2 chiffres au cours de la période des 3 mois close en septembre. Les actions de la société ont plongé. Cette érosion des ventes n'est que le reflet d'un changement des valeurs en Chine. Aujourd'hui, le mot d'ordre est la discrétion, notamment pour des raisons sociales, explique Serge Winberg, président fondateur de Winberg Capital Partners et membre du conseil chez Kering. Interviewé par la chaîne française de télévision BFM Business en septembre, il ajoute: les grosses montres, les sacs, les pièces visibles sont mises de côté pour préserver l'unité sociale et c'est un changement de comportement. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais nous devons en tenir compte. Pékin a renforcé ses efforts pour venir à bout de la corruption avec un nombre record de fonctionnaires seniors piégés au cours des 2 dernières années. Des industries auparavant florissantes comme la finance et la tech ont été mises au pas. Pourtant, seule une partie de la faute est imputable aux mesures mises en place par Xi Jinping, car ces campagnes ont été régulièrement menées depuis son arrivée au pouvoir il y a plus de 10 ans. Impact de la crise du logement. Les inquiétudes économiques ont pris une importance supplémentaire à mesure de la progression de la crise du logement, alimentant le pessimisme chez les consommateurs. La fin d'une époque dorée est évidente et les utilisateurs des réseaux sociaux parlent maintenant d'un moment poubelle dans l'histoire. Cocoli, âgé de 46 ans, dépensait environ 77 000 $ par an, environ 20% de son salaire, dans des articles de luxe, après avoir perdu son emploi de dirigeante dans une multinationale de Hong Kong. Elle a réduit ses dépenses et vendu certains de ses sacs Hermès sur des plateformes en ligne de Chine continentale. Avant, j'achetais des biens de luxe sans même y réfléchir, juste parce qu'il me plaisait, se remémore Cocoli. Maintenant, je n'ai rien envie d'acheter de particulier parce que je ne sais pas ce que je vais gagner à l'avenir. En Chine, le luxe n'est plus une priorité, surtout pour la classe moyenne, affirme Jonathan Siboni, le PDG du cabinet d'audit Luxury Site. Les données collectées par sa société montrent qu'un quart des consommateurs chinois trouvent les marques occidentales moins attirantes qu'il y a 12 mois. L'expansion à outrance est une autre facette du problème. Quand on part trop vite, on s'essouffle rapidement, assène Brunello Cucinelli, fondateur et président de la marque de cachemire de luxe Brunello Cucinelli, qui a adopté une approche très progressive pour son déploiement dans le pays asiatique. Dans un pays ultra connecté comme la Chine, le risque est de devenir ordinaire. Certaines marques ont une plus grande résilience. Hermès a réalisé des ventes en hausse de 1% au 3e trimestre dans la région, comprenant la Chine. Un chiffre cependant en deçà de ses prévisions de croissance de 2,3%. Malgré ce ralentissement dans le pays, les performances d'Hermès résistent car certains de ses clients les plus fidèles n'hésitent pas à dépenser sans compter pour se procurer les produits les plus chers de la marque, comme ses bijoux, ses sacs de luxe et ses articles de prêt-à-porter, d'après le directeur financier d'Hermès, Eric Duhalgouet. Prada, de son côté, a enregistré une hausse de 12% de ses ventes en Asie-Pacifique au même trimestre et une progression de 48% au Japon de dépenses des touristes. L'entreprise réalise des performances supérieures à celles de ses rivaux grâce au succès de sa petite sœur Miu Miu, très populaire auprès de la Gen Z.
Changement de définition du cool. Les investisseurs sont attentifs, cherchant à savoir si le rebond en Chine va aider à gonfler la demande, même si les résultats ne sont pas encore là. Le trafic dans les principaux centres commerciaux de Chine durant la semaine de vacances de début octobre était en recul de 18% par rapport à 2023, d'après Baidu. Même si l'économie s'améliore, les acheteurs ne vont sûrement pas accorder la même valeur aux articles de luxe qu'avant. Les acheteurs chinois aspirationnels n'ont plus besoin de marques pour montrer leur bonheur ou de labels pour prouver leur richesse, pointe Jessica Gielson. Elle est la directrice générale de Brighter Beauty, une agence de consulting spécialisée dans le secteur du retail et basée à Shanghai. Les investissements dans le bien-être, la santé et le divertissement sont en plein essor et je ne pense pas que cette tendance va s'inverser. Xiaotong dépensait auparavant l'équivalent de 14 000 $ par an dans des sacs Gucci, des baskets Air Jordan en édition limitée, des robes de soirée, cherchant à imiter le style de vie des étudiantes fortunées de Chine. Je n'avais pas beaucoup d'esprit critique et je ne réfléchissais pas beaucoup à cette époque, reconnaît Xian, de 24 ans, qui vit à Shanghai. Je savais juste qu'il y avait une façon standard de faire, de s'habiller et d'agir pour être cool, et je me contentais de suivre. Aujourd'hui, cette doctorante en muséologie porte la plupart du temps un t-shirt uni, un tote bag en toile de son université et une paire de Crocs. La définition du cool ne passe plus par l'étalage de noms de grandes marques, ni par la poursuite d'une certaine carrière. En revanche, elle veut avoir les meilleures histoires à raconter sur les réseaux sociaux. Porter des choses très chères n'est plus suffisant, conclut Jessica Gielson de Brighter Beauty. Les consommateurs chinois ont découvert qu'acheter ne garantit ni le bonheur, ni l'épanouissement. Suppression d'emplois chez Auchan. Pourquoi l'oiseau rouge bat de l'aile, à lire sur BFM Business en date du 5 novembre. Le distributeur nordiste Auchan s'apprête à présenter aux représentants des salariés un projet de plan social menaçant 2389 emplois en France. Pourquoi tant de difficultés ? Le groupe de distribution de la Galaxie Muliez rencontre manifestement des difficultés financières. Auchan doit présenter ce mardi matin un plan social qui met en jeu 2389 emplois et indique des fermetures de plusieurs magasins. En avril dernier, la disparition de Casino du marché était déjà un premier signe de changement profond sur le marché de la grande distribution dans l'Hexagone. Quelques semaines plus tard, le groupement des mousquetaires Intermarché officialisait le rachat de 160 magasins Casino, permettant à son dirigeant Thierry Cotillard de talonner Michel-Édouard Leclerc en termes de part de marché. De son côté, Alexandre Bompard et son enseigne Carrefour a mis la main sur ses concurrents Cora et Match. Le marché de la grande distribution est en constante reconfiguration et ne laisse plus vraiment de place aux concurrents à la traîne. L'oiseau rouge ambitieux, mais en retard. Chaîne de magasins historique de la famille Muliez, Auchan fait partie de ces enseignes accusant un léger retard et tentant de maintenir leur place dans la course. Au printemps, le dinosaure de la grande distribution, Guillaume Darras, a été nommé pour redresser la barre. Un profil hors de la Galaxie Muliez qui suscitait beaucoup d'espoir. L'ancien PDG de Jardiland est passé aussi chez Leclerc, Casino et Système U, mais ses projets ambitieux se sont déployés avec un cran de retard. La dégringolade progressive de la marque à l'oiseau rouge ne date pourtant pas d'hier. En 2012, sa part de marché était de 11,5%, puis elle est tombée à 10,4% en 2018. Pour atteindre 9%. Aujourd'hui, note Frédéric Valette, le directeur du service client de l'Institut Kantar World Panel aux Parisiens. Cette part a même atteint 8,4% l'an passé, loin derrière Carrefour, 21,6%, ou Leclerc, 24,3%.
Début octobre, Guillaume Darras a profité d'une réunion de comité social et économique central, CSEC, pour présenter au syndicat son plan. Le premier projet, baptisé CAP 8000, consiste à raboter la superficie de 77 de ces 115 hypermarchés en France pour atteindre les 8000 m² en moyenne, Auchan étant bien connu pour voir son étiage en grand. Certains de ces magasins peuvent atteindre les 20 000 m². La mesure drastique est censée pallier la perte de notoriété des hypermarchés, les franchisés ayant une vision plus précise des besoins des consommateurs au niveau local. Mais la décision est encore une fois tardive et l'écart s'est évidemment creusé avec la concurrence. Défaite de la bataille des prix. Même son de cloche sur la question des prix, si le chiffre d'affaires de l'enseigne a été tiré vers le bas par l'inflation et la guerre en Ukraine en 2023, Auchan espérait dès début 2024 se relancer avec le rachat de 94 hypermarchés et supermarchés Casino. L'entreprise nordiste décide de les ouvrir avec une baisse de prix à hauteur de 15% pour se rendre attractive. Mais encore aujourd'hui, l'enseigne reste la plus chère selon le classement mensuel de Que Choisir, Auchan restant en octobre en queue de peloton. Plus encore, le fait de s'associer à Intermarché et Casino dans le cadre de la centrale d'achat Eura Retail, propriété du groupement Les Mousquetaires, n'aura pas non plus suffi. L'inflation sur les prix a sûrement pesé dans la balance, mais toutes les marques sont ici logées à la même enseigne. Auchan a donc perdu la bataille des prix, n'arrivant pas à attirer les consommateurs, plus soucieux de la santé de leur pouvoir d'achat. Autre facteur déterminant, la marque n'est pas assez incarnée. Le nouveau directeur général, Guillaume Darras, est inconnu du grand public, tandis que les figures de proue de Leclerc et Carrefour continuent de soigner leur aura pour booster la fidélité de leur public. Asphalt, premier bilan, un mois après l'ouverture de sa boutique parisienne, à lire sur Fashion United en date du 31 octobre. Un mois après l'inauguration de sa première boutique, Asphalt se lance dans un premier bilan. On peut dire que le label français est très satisfait de ses premières semaines de rencontres et d'échanges avec sa clientèle. Situé aux 40 rue des Petits Carreaux dans le 2e arrondissement de Paris, le magasin Asphalt a été inauguré en septembre dernier. L'idée derrière cette boutique, c'était de prolonger, d'approfondir l'expérience digitale avec un espace à notre image, un lieu chaleureux et accueillant placé sous le signe de la qualité et de la permanence, explique Asphalt dans une publication sur son compte LinkedIn. Pour l'équipe Asphalt, le passage de l'e-commerce au commerce de quartier est pour l'heure une belle expérience. 6 semaines après l'ouverture, la marque déclare avoir accueilli près de 16 000 visiteurs, dont 50% de nouveaux clients. Plus de 5 000 pièces ont été vendues au cours de cette période. Partant de ces chiffres, Asphalt fait un constat. Beaucoup de gens sont soulagés de pouvoir essayer avant d'acheter. Et ça tombe bien, c'est exactement le rôle de cette boutique physique. Vous permettre de vous familiariser avec nos tailles, nos matières et nos coupes pour faciliter la précommande en ligne. Par la suite, précise la marque. Fondée en 2016, Asphalt a fait de la précommande sa marque de fabrique et ne compte pas abandonner cette vision. Reprise d'enseigne, le cas de la Grande Récré à lire sur republicretail.fr en date du 31 octobre. La Grande Récré illustre un cas de transformation en voie de réussite dans le secteur du jouet en mutation. Porté par Jouet Club, l'enseigne adopte un modèle coopératif, repense ses magasins pour une nouvelle expérience client et renforce son maillage territorial. Grâce à cette stratégie, elle affiche une belle croissance depuis sa reprise. Entretien avec Francis Serron, le directeur général. Comment se déroule cette année et le début de la saison de Noël cruciale pour votre secteur ?
L'an dernier, nous avions connu une excellente reprise et nous restons sur la même trajectoire cette année. Nous conservons cette dynamique et pensons que la fin d'année correspondra à nos attentes. Nous dépassons même nos prévisions. La grande récré génère environ 200 millions d'euros. Ce qui importe vraiment pour nous, c'est le développement de l'enseigne. Nous avons ouvert 3 nouveaux magasins, Limoges, La Palmeraie en Côte d'Ivoire et Saint-Martin. Depuis le début de l'année, nous constatons une progression notable avec une croissance supérieure à 10% et nous regagnons des clients chaque mois, ce qui se traduit dans notre chiffre d'affaires. Concernant le projet de transformation de l'enseigne, pouvez-vous détailler les principaux axes de développement ? Le groupe Jouet Club a racheté la Grande Récré et nous conservons les 2 enseignes avec un hyper spécialiste du jouet et une enseigne plus familiale avec 2 positionnements différents. Le projet de transformation consiste donc à développer les 2 marques en transférant les magasins La Grande Récré à nos adhérents. Nous continuons aussi à ouvrir de nouveaux points de vente comme à Limoges et Saint-Martin. L'objectif est de céder nos magasins aux adhérents, parc de 133 points de vente dont 86 succursales, et de basculer vers un modèle indépendant. Nous prévoyons 8 sessions de magasins cette année et environ 30 l'année prochaine. Nous avons également lancé la semaine dernière une nouvelle génération de magasins, notamment à Limoges, avec un concept revu, et nous fusionnons en 2025 nos entrepôts à Bordeaux, en gardant celui de Cestas, afin d'avoir 2 marques françaises fortes pilotées par nos adhérents. Comment avez-vous impliqué à la fois les équipes en magasin et les adhérents ? Nos adhérents sont très dynamiques et voient ce projet comme une opportunité d'étendre leur activité avec une double enseigne. Ils continuent leur mariage territorial avec des multisites ou des multi-magasins. Il y a un réel engouement pour reprendre des magasins. Pour les équipes, c'est une nouvelle aventure. Cette belle marque a connu des difficultés pendant des années, mais elle a une forte notoriété. On a la chance d'avoir des équipes très motivées et attachées à l'enseigne, ce qui représente une opportunité pour elles de pérenniser leur emploi et de découvrir le modèle coopératif. Aujourd'hui, toutes les marques qui fonctionnent bien reposent sur le modèle coopératif qui incarne une intelligence collective et une grande réactivité, responsabilisant les équipes dans les achats et le management. Comment avez-vous repensé le concept pour répondre aux attentes des consommateurs ? Ce que nous souhaitons, c'est proposer une véritable expérience client ludique qui repose sur une ambiance visuelle agréable, avec des couleurs neutres et pastel, du mobilier blanc et une lumière naturelle qui met en valeur les produits. Nous avons également conçu des espaces de démonstration et une grande table de lecture pour que les clients puissent prendre le temps de découvrir et explorer les produits. Aujourd'hui, l'expérience en magasin est cruciale et nous avons cherché à la rendre aussi agréable que possible. En parallèle, nous avons enrichi l'offre en élargissant certaines gammes, notamment la librairie, les jeux de société, les produits créatifs et éducatifs. Nous avons ajouté des licences et des corners spécialisés, comme pour le Lego. Le nombre de références varie en fonction des magasins, mais nous atteignons environ 15 000 références en moyenne. L'agencement a été pensé pour offrir un parcours de circulation fluide et confortable. Nous y intégrons des démonstrations et des jeux exposés en favorisant la découverte en magasin. Aujourd'hui, 2 éléments sont essentiels. Bien sûr, la disponibilité des produits, mais aussi l'expérience globale, car c'est ce que les clients recherchent avant tout. Ce qui nous permet de réinventer un peu le magasin physique. C'est pour cela que nous avons décliné notre concept autour de cette expérience client avec une charte graphique revisitée, un parcours confortable et un positionnement ludique. Une 15aine de magasins seront remodelés l'an prochain et sur ce nouveau concept. Quelles sont vos ambitions dans l'e-commerce ? L'e-commerce progresse fortement. Nous avons doublé notre poids dans ce domaine et amélioré notre site. Nous avons rapatrié notre web sur l'entrepôt de Cestas à Bordeaux cette année, ce qui est important pour l'efficacité logistique. Nous visons 10% de chiffre d'affaires en ligne en considérant l'e-commerce comme une vitrine qui soutient également le Drive to Store. Justement, quelles actions marketing mettez-vous en place pour attirer les clients en magasin ?
Nous avons mis en place un partenariat avec CGR Cinéma ainsi que des initiatives en co-branding avec d'autres enseignes et avec nos marques fournisseurs pour renforcer l'attractivité en magasin. Nous développons des corners thématiques en collaboration avec des marques comme Disney et Lego pour créer des points d'intérêt qui captivent les clients. Parallèlement, nous sommes très présents sur les réseaux sociaux qui étaient peu exploités avant la reprise de la grande récré. Nous encourageons également les magasins à être actifs sur leur propre réseau, ce qui a déjà donné naissance à de nombreuses initiatives intéressantes. En plus de cela, nous déployons des actions de communication locale et comptons sur un plan de communication annuel solide qui nous assure une présence constante tout au long de l'année via divers médias. Nous avons ainsi des partenariats stratégiques avec des marques telles que le Parc Astérix et Center Park pour multiplier les points de contact avec notre clientèle. Enfin, la radio est un levier majeur pour toucher un large public. Comment mesurez-vous l'impact de vos campagnes marketing ? Après chaque opération commerciale, chaque campagne publicitaire est minutieusement analysée, notamment en termes de fréquentation au magasin, de chiffre d'affaires générés et de marge. Cela nous permet d'ajuster et de peaufiner nos actions pour les campagnes suivantes afin de maximiser leur efficacité. Avez-vous mis en place un outil de mesure de la satisfaction client ? Pour l'instant, nous n'avons pas encore d'outil dédié à la mesure de la satisfaction client, mais nous travaillons à partir de certains indicateurs. Cela fait 1 an et demi que nous avons repris l'entreprise et nous avons dû définir nos priorités. Un chantier de refonte majeur pour stabiliser la marque, remettre en place une offre attractive et reconquérir le client, ce qui est maintenant en bonne voie. Nous avons progressé rapidement, notamment en travaillant le programme de fidélité et en renforçant l'embasement pour être plus proche de nos clients. La prochaine étape sera de lancer un véritable outil de mesure de satisfaction client, mais ce projet n'a pas encore été initié. Le programme de fidélité a-t-il évolué ? Il n'a pas été complètement revu, mais nous l'enrichissons avec des opérations spécifiques pour les clients privilégiés comme des soirées privées, des lancements de gamme et des offres exclusives. Nous recensons une base client de 3,5 millions encartés qui continue de croître. Quels sont les principaux défis pour la grande récré dans ce contexte de transformation rapide ? À ce jour, nous n'avons pas rencontré de problématiques majeures. La reprise s'est faite de manière rapide et durable, ce qui est très encourageant. Le défi principal maintenant, c'est de transmettre progressivement le relais aux adhérents en veillant à les soutenir de façon à assurer la réussite de ce passage. L'enjeu réside dans leur accompagnement pour faire de cette transition un succès durable pour l'enseigne. Il est essentiel pour nous de garantir que la marque reste forte et nous sommes rassurés sur ce point. La relance a été rapide, ce qui représentait un risque au départ, notamment quand on reprend une entreprise ayant traversé des difficultés et connu des problèmes de stock, par exemple. Heureusement, nous n'avons pas rencontré ce type de blocage. Nous constatons chaque jour une reconquête de clientèle, un signe important pour le développement à long terme. Grâce à cette relance de la marque, à une nouvelle génération de magasins et à une expérience en magasin réinventée, les retours clients sont très positifs, comme pour l'ouverture de Limoges. En termes de maillage de magasins, qu'est-il prévu pour 2025 ? Le groupe compte actuellement 430 magasins, dont 300 jouets club et 133 la grande récré. Nous avons ouvert 3 points de vente cette année. Pour 2025, nous avons l'intention d'ouvrir une dizaine de magasins supplémentaires en continuant le développement des 2 enseignes en parallèle. Nous privilégions les emplacements premium, notamment dans les grandes villes et centres commerciaux. Où en êtes-vous dans les ouvertures à l'international ? Nous comptons 12 points de vente au Maroc et 3 magasins supplémentaires en Afrique via notre partenariat avec CFAO. Nous avons plusieurs projets en cours. Pour l'instant, nous allons continuer notre développement sur le territoire français, mais nous ne nous interdisons pas les opportunités à l'international.
Parmi les pays en veille, il y a la Suisse, la Belgique, l'Italie et l'Espagne. Il n'y a pas d'opportunité immédiate, mais cela fait partie de nos projets futurs pour exporter la marque à l'international. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.